Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, mon invité est Patrick Pisa. Patrick est un véritable développeur de culture de prévention. Après l'observation des facteurs humains, techniques et organisationnels d'une entreprise, il répond à des problématiques sécurité avec des pratiques innovantes comme la mise en place de nudge. Il est également membre du Bureau national de la FAP, la Fédération des acteurs de la prévention, et participe à l'animation des fameux Prévactons. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Patrick. Bonjour Patrick, bienvenue dans le podcast. Déjà Patrick, je suis très content que tu sois présent parce que tu as l'étiquette mais aussi l'ambition de développer des cultures de prévention des risques. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, avec plaisir. Alexandre, bonjour et merci de me donner l'opportunité de m'exprimer un petit peu, effectivement, sur ce que je fais et pourquoi et comment je le fais. Donc, au niveau du parcours, c'est une vingtaine d'années dans la chimie, la pétrochimie, jusqu'en 2004 en réalité. Donc, j'ai opéré dans ce secteur d'activité essentiellement comme exploitant d'unités chimiques, mais j'ai eu aussi des opportunités de travailler sur des projets transverses, notamment de formation au poste de travail, et avec des fortes connotations, justement prévention, gestion des risques. Dans ces métiers dangereux, c'est complètement incontournable. Voilà, donc ça c'est ma première partie de carrière. Ensuite, j'ai une quinzaine d'années comme consultant freelance au départ et puis associé au sein de l'Institut Triadis, donc qui est une entreprise qui a vécu entre 1995 et ces derniers mois. Voilà, et aujourd'hui, en fait, je suis dans une dernière partie de carrière. J'ai 58 ans aujourd'hui. On en reparlera peut-être, mais je m'inscris beaucoup aujourd'hui dans la transmission et le partage de ce que je crois savoir plutôt que dans le chiffre d'affaires pur et dur du métier de consultant, on va dire. Voilà, bon. Voilà, donc mes missions, c'est 70% à peu près pour des grandes entreprises qui sont majoritairement privées d'ailleurs, mais aussi avec grand plaisir des PME, voire de temps en temps des TPE. Voilà. Sinon, mon métier, je dirais en périphérie, c'est d'écrire des articles. Ça m'arrive, je suis sollicité. J'ai écrit dans des magazines spécialisés comme Préventique, PIC, j'ai aussi écrit un petit peu avec la FNOR dans Enjeu, il y a quelques temps. Je peux être sollicité pour des conférences, j'en ai fait pas mal au niveau de la FNOR, sur des salons pro également. Je suis, on en reparlera peut-être, membre du Bureau national de la Fédération de la prévention, qui est un laboratoire d'idées qui s'intéresse à la prévention d'aujourd'hui et de demain. Voilà, et j'ai commis un petit ouvrage qu'on a arrêté à la publication, qui s'appelle Piloter la communication QSE, avec une collègue. Il est resté en e-book pendant quelques années. On a préféré l'arrêter. Cet ouvrage, on le trouve plus maintenant ? On le trouve plus. On a arrêté fin d'année dernière parce que la partie un petit peu technique avait pris un sacré coup de vieux. Qui dit communication aujourd'hui en particulier dit NTIC, digital et plein de choses qui apparaissent. Alors il y a une partie intemporelle dans l'ouvrage, un petit peu du management de la com, mais voilà. Et puis autant se le dire, il y aurait un projet de refaire quelque chose, et voilà, on en parlera, je pense. D'accord. Alors, du coup, effectivement, je me rappelais plus que tu avais que tu avais publié cet ouvrage, mais effectivement, moi aussi,
dans les interviews et dans les échanges que je peux avoir, je me rends compte qu'il y a quelque chose sur le pilotage de la communication. Et tu le dis, il y a des choses techniques qui, elles, évoluent. Par contre, il y a des notions de base et des fondements sur la prévention des risques et de communication, d'adhésion, qui, elles, me semblent intemporelles. Et je pense que, tu vois, enfin, moi, je sais que j'y réfléchis pas mal et j'imagine qu'une réédition doit être en réflexion aussi de ton côté, non? Ben oui, enfin, c'est un peu l'idée. Mais l'idée de base étant, alors on en parlera peut-être certainement dans l'interview, je m'intéresse de près à une nouvelle forme de communication autour d'un concept qui est le nudge. Mhm. Et l'idée serait d'ailleurs peut-être de publier quelque chose à plusieurs pour introduire au niveau spécifiquement de la prévention des risques cette notion de nouvelle forme de communication qui, pour le coup, s'intéresse à nos comportements. Donc là, on est dans l'intemporel. Donc voilà, effectivement, là, on est au niveau du projet. Alors justement, dans la partie nudge, je pense que maintenant c'est un vecteur que tu utilises. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, hein, le concept de nudge? Oui, oui, alors, bien sûr. Alors, déjà, concept, on est dans l'innovation, hein, à savoir Mhm. que euh, peu d'entreprises aujourd'hui vont jusqu'à opérer sur ce concept-là. Alors, le concept, c'est quoi? Le concept, c'est de se dire, pour le dire très rapidement, que on sait aujourd'hui, et là c'est démontré scientifiquement, que la grande majorité de nos comportements sont guidés par nos émotions, hein, par notre cerveau droit et non par notre cerveau analytique. Et le problème étant que nous sommes farcis de ce qu'on appelle des biais cognitifs, hein, c'est-à-dire que notre cerveau droit qui guide beaucoup de choses est tout sauf objectif et rationnel, et ces biais nous conduisent à faire des erreurs en réalité ou à prendre des mauvaises décisions. Voilà. Donc le nudge, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de transformer ces biais en leviers cognitifs. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, notre tendance à nous évader un petit peu et à bien aimer jouer ou avoir divagué un petit peu de manière ludique au sein de nos activités, bah oui, il se trouve que le jeu c'est un levier cognitif puissant. Donc on peut avoir des mécaniques nudge qui activent à quelque part le levier du jeu. Voilà, et je Mhm. pourrais en citer d'autres. Donc à partir de là, ben on se dit, on va pouvoir communiquer sur ce vecteur-là. On se dit aussi, enfin on se dit, le concept impose quelque chose de peut-être un peu nouveau aussi, c'est de se dire, il faut communiquer au moment et à l'endroit où le levier décisionnel se prend. Voilà. C'est-à-dire qu'on sort complètement d'une forme de transmission. La caricature, c'est l'écrit pur et dur, hein, le format A4 sur lequel j'ai en police 12 ce que je dois faire et pas faire. Quoi. Voilà. Et en Mhm. plus, qui est à 4 mètres de moi, que je vois jamais, voilà. Donc que j'opère jamais. Bon, on va remplacer ça Mhm. par quelque chose qui va vraiment sauter au visage, si j'ose dire, et activer un ou plusieurs leviers cognitifs, voilà, à l'endroit et au moment où je prends la décision. C'est complètement différenciant, à quelque part. Ça convoque des transversalités nouvelles hein, pour concevoir tout ça, c'est-à-dire notamment préventeur et services communication. Hein. Petite question Ouais. au passage, quand est-ce que les services communication internes s'intéressent véritablement au côté agentif, hein, c'est-à-dire au côté incitatif et véritablement attractif d'une communication en termes de prévention. Voilà. Hein, beaucoup de boîtes de com sont payées pour faire des affiches, des choses, des trucs, des machins qui, en réalité, ont une inefficacité redoutable. Une inefficacité redoutable. Hein, voilà. Mhm. Donc, Mais alors justement, donc là, tout de suite, c'est très différenciant par rapport à des pratiques ou en tout cas des campagnes de com qui, elles, finalement, ne font que envoyer sans s'inquiéter de l'effet. Comment, de manière pratique, toi, tu mets en place des nudges, mais sur des problématiques sécurité? ah bah, il y a tout un process. Hein. Bon, en réalité, il faut faire ça à plusieurs déjà. Hein. Donc, moi, je travaille avec l'agence Nudge Me, là, et donc Jean-Marc Badarou,
son patron, lui est un spécialiste du nudge, et on travaille également avec un garçon qui s'appelle Morgan David, le cabinet Analytica, qui est vraiment donc est docteur en sciences du comportement, et moi-même qui est, je dirais, le préventeur de base, si on peut dire. Et il y a véritablement un diagnostic à regarder ce qui se passe. Par exemple, si on prend un exemple autour d'une règle de sécurité qui est mal appliquée, pas suffisamment appliquée, quels sont les biais, justement, qui font qu'à date, les choses ne se passent pas bien. Ensuite, il faut imaginer des mécaniques, des mécaniques nudge. Alors, c'est très protéiforme, le nudge. Ça peut être un objet, ça peut être du visuel, ça peut être du pop-up sur des écrans, ça peut être plein de choses. En tout cas, il faut... donc, imaginer ça. Ensuite, tester. Faut tester en général de manière pilote, parce que ça ne marche pas toujours. C'est pas une baguette magique, le nudge. Voilà. Et puis ensuite, déployer si ça fonctionne. Bon, faut dire que à date, le retour d'expérience qu'on a, c'est sur des sujets comme la prévention, c'est 3 ou 4 entreprises de taille importante qui ont misé un petit peu sur le sujet, puis il commence à y avoir du retour d'expérience, quoi. Par contre, on est un peu des précurseurs, des défricheurs, là. La team dont je parle, là, voilà, on apprend encore. Voilà. Alors, ouais, effectivement, c'est même c'est très novateur. Dans mon groupe, qui est un grand groupe industriel, effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais on est en train d'avoir des petites actions. Et ça, justement, si on y réfléchit, déjà, ça commence par convaincre les gens que ça peut avoir un effet et que finalement, il y aura un gain, mais qui n'est pas forcément immédiat. Toi, tu as dit quand même un truc intéressant, c'est que tu testes. Comment ça se traduit? C'est-à-dire que tu vas faire, je sais pas, tu vas tenter une couleur, tenter une forme du nudge, voir son effet sur un espace de temps et puis corriger petit à petit comme ça? Ouais, tout à fait. C'est ça, et il faut le faire de manière scientifique rigoureuse. Voilà, faut pas se dire qu'il s'agit de gadgets. C'est un petit peu la tendance en France d'ailleurs, à gadgetiser un petit peu ce concept-là. Mais oui, il faut avoir un protocole véritablement de test sur une population qui va être, en l'occurrence, dans mon exemple, soumise à la règle, et véritablement voir ce qui se passe et mesurer ce qui se passe. Si ça se passe bien, on a gagné. Si ça se passe pas bien, soit on peut améliorer, soit ça peut être compliqué. Voilà, faut une certaine humilité par rapport à ça. Mais Dieu merci, ça fonctionne dans certains cas de figure. Eh bien, justement, est-ce que tu as un exemple d'une campagne ou d'une démarche que tu as lancée qui s'est bien déroulée et qui fonctionne, comme tu disais? Oui. Alors, on a des choses qui fonctionnent. Bon, pour donner un exemple, je pense on peut peut-être s'en tenir à un exemple, parce qu'après on rentrerait dans des choses, il faudrait détailler un petit peu des retours d'expérience, mais un nudge typique du concept, qui celui-là fonctionne, c'est sur un sol béton, donc qui de temps en temps devient glissant quand il pleut. Créer au sol une silhouette de quelqu'un qui est tombé, en réalité, comme un petit peu les... Ah oui. Et donc de passer un produit hydrophobe sur cette silhouette. Alors qu'est-ce qui se passe quand il pleut? La partie de cette silhouette ne se mouille pas et donc devient d'une couleur différenciée. Et on ne voit apparaître le danger finalement que lorsqu'on est dans la situation à risque. Voilà. C'est typiquement ça, un exemple de nudge. Voilà. Bon, mais encore une fois, c'est très protéiforme. Là, j'ai cité celui-là, mais d'autres formes peuvent être encore une fois des objets, des pop-up, un son, une odeur, plein de choses. Alors là, tu vois, je trouve que l'exemple, il est très frappant. En plus, il évolue avec les conditions météorologiques. C'est encore plus, pour moi, encore plus efficace. Mais après, le problème, c'est que moi, je suis un convaincu, je pense. Et c'est peut-être, ça doit être beaucoup plus compliqué quand tu as affaire à des lignes managériales qui, elles, sont plus sceptiques. Tu as pas mal d'expérience, Patrick, et du coup, comment tu t'en sers pour les impliquer dans ce type de démarche ou dans toute autre démarche de prévention des risques? Alors,
tu me parles de ligne managériale. Bon, j'entends donc une population de managers. Moi, je vais être assez trivial là-dessus et effectivement, on peut généraliser au concept de prévention. Bon, c'est un lieu commun ce que je vais dire. Si la ligne managériale est pas ou peu impliquée, c'est que la direction est pas ou peu impliquée. Même si parfois elle s'en défend. Mais voilà. Donc, moi, mon challenge, quand j'ai à convaincre, on n'a pas toujours à convaincre, mais c'est un petit peu qu'est-ce qu'une direction qu'il faut que je touche aurait à gagner en misant vraiment sur le truc. Qu'on parle de nudge ou qu'on parle de prévention, peu importe le sujet. Voilà. Si on arrive à avoir les bons mots, le bon échange et à faire briller les yeux, j'ai envie de dire, d'une direction générale ou de décideur, mais vraiment de décideur, bon, on a gagné 80% de la partie. Hein. Alors, voilà, après, à quoi carburent les dirigeants? C'est un petit peu, il faut bien les connaître quand on est préventeur. Hein. Aujourd'hui, notre société, notre modèle fait qu'il carbure quand même beaucoup avec du sonnant et trébuchant. Hein. On ne va pas se le cacher. Voilà. Donc, moi, mon propos, c'est de dire, madame, monsieur, vous allez faire un investissement. Voilà. Et en prévention, il y a des temps de retour qui peuvent être spectaculaires, qui peuvent être de 2 ans, de 3 ans, des retours très importants. Bon, voilà, il m'est arrivé, nous, je devrais dire l'équipe, sur un grand groupe transport logistique, de les aider à diviser par 2 leur accidentalité, divisée par 2 en 2 à 3 ans. Ils gagnent directement 10 millions d'euros par an. Voilà, donc à peu près 40 millions si on agrège tous les coûts indirects. Et c'est très rapide. Voilà. Donc parfois, ils cherchent à gagner de l'argent sur des choses très compliquées et ils finissent au bout de 10 ans par en gagner ou pas d'ailleurs. Voilà. Il reste une mine d'or pour plein d'entreprises. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais si les dirigeants sont convaincus et qu'ils acceptent de... nous, on est là pour les aider méthodologiquement ensuite. Voilà. Le plus dur est fait, hein, parce que la ligne managériale, les gens adorent reproduire ce que leur chef fait ou véhicule. Hein. Voilà, donc question de culture et de... Voilà, hein, les Japonais disent un escalier, pour bien le balayer, il faut commencer par le haut. Hein, voilà. Justement, tu as terminé sur la culture. Finalement, en tant que développeur de culture de prévention, donc que tu exerces depuis un moment, c'est quelle notion ou quel enseignement tu as le plus acquis depuis que tu exerces? Alors, moi, j'ai envie de dire que si on remonte à mon arrivée dans le monde des préventeurs, j'arrivais avec 20 ans de culture chimie, moi. Et bien sûr, comme plein de gens, j'étais persuadé que la culture chimie était la bonne, la meilleure et fantastique, et que j'allais m'atteler à faire passer cette culture chez d'autres qui, les pauvres, n'avaient pas eu la chance de la côtoyer, cette culture. Et je suis tombé assez rapidement de ma chaise parce que j'ai fait assez vite le constat que une culture d'entreprise, un cœur de métier, c'est quelque chose de très puissant. Hein, c'est quelque chose qui a la capacité je dirais, un petit peu comme un trou noir, là, hein, à absorber un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas conforme à la culture. Hein. La culture prévention, du coup, ne va pouvoir exister que si elle s'ancre à une culture. Voilà, c'est pour ça que j'ai appris assez vite qu'il n'y a pas une culture, mais il y a des cultures. Et moi, mon titre honorifique là, de développeur de culture de prévention, je prends bien soin d'y mettre un S. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver avec une certitude ou des comment dirais-je, des choses toutes faites, un petit peu comme un missionnaire, hein, mais de se dire... moi, je vais amener de la méthode. Par contre, sur le fond et sur la manière de faire, je vais vraiment... il faut, en tant que consultant, il faut qu'ils aient l'impression que je ne suis pas là, moi, que c'est eux qui font. Voilà. Et il faut que ce soit eux qui fassent, d'ailleurs. Voilà. C'est un petit peu ça que j'ai appris du métier. Et je pense que ça vaut, on en reparlera peut-être pour le préventeur. Hein. Le préventeur, il faut qu'il se fonde et il faut qu'il comprennent comment fonctionnent finalement les dirigeants et la culture de la boîte. Voilà. C'est très important.
finalement, le moment où le préventeur il est le plus efficace ou le plus efficient, justement, c'est quand il se fait moins voir et que ça fonctionne, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Il ne faut pas non plus penser qu'il faut qu'il soit trop effacé et qu'il n'ait pas de personnalité. Et voilà. Mais il y a un moment, oui. Moi, mon retour d'expérience, c'est que ça passera d'autant mieux avec un préventeur, je dirais, en empathie, hein, à l'écoute et qui va être vraiment en support des opérationnels, plutôt qu'avec, et on le voit trop encore, des préventeurs un petit peu, comme je les appelle des fois, des oraux de la sécurité, quoi. C'est-à-dire, et voilà. Et le préventeur doit être vraiment au service des opérationnels, hein, tout en conservant, encore une fois, sa capacité de réaction, voilà, les choses qu'il a à dire, il faut qu'il les dise, hein, c'est évident. Et ok, très bien. Et finalement, dans ces rencontres que tu fais, que ce soit direction, j'imagine que tu aides beaucoup aussi des préventeurs. C'est quoi qu'est-ce qui t'anime finalement pour continuer et persévérer dans le développement de culture de prévention? Ah ben, très clairement, bon, après évidemment, c'est quand ça fonctionne, hein, parce que là, enfin, ce métier-là, c'est quand même un métier où on travaille furieusement dans l'humain, hein. Bon, moi, ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est véritablement, bon, aujourd'hui, on parle beaucoup de QVT, enfin, etc., mais c'est assez de véhiculer que en misant sur la prévention, on travaille mieux. Voilà, on travaille mieux ensemble, on travaille mieux tout court. Voilà, donc il y a une vraie école d'écoute et d'empathie, hein, dans ce métier-là. Et puis, quand ça fonctionne et qu'on a des résultats, on retrouve un petit peu ces valeurs, quoi, c'est-à-dire davantage de personnes qui travaillent mieux, qui s'écoutent un peu plus de transversalité, de participatif, hein. Nous, nos méthodologies sont beaucoup axées là-dessus, et puis des gens qui ne se blessent pas, quoi. Et donc, moi, c'est toujours du bonheur quand je regarde une accidentalité d'une entreprise que j'accompagne depuis 2 ans ou 3 ans et que je vois que cette accidentalité, elle a baissé de X le plus possible. Et surtout quand je vois des gens qui sont un petit peu, c'est ce qu'on voit, et notamment sur le terrain, quoi, des gens qui ont compris des choses et qui sont devenus à quelque part fiers de porter des valeurs autour de la prévention. Hein, parce que ce que j'ai envie de dire au passage, c'est que la prévention, ça reste encore un monde, une espèce de planète inconnue, quoi. Et je commencerai par les dirigeants, hein. Nos meilleures écoles françaises apprennent rien aux futurs dirigeants dans ce domaine-là. J'ai un peu enseigné dans quelques endroits pour m'en rendre compte. Et puis on le voit très bien quand on les côtoie. Et du coup, en dessous, c'est un petit peu pareil. Et quand on apprend aux gens pourquoi ça marche et comment ça marche, et qu'ils le portent, du coup, on a des gens bien souvent vraiment fiers, quoi, qui sont contents d'opérer ça. Et tu penses pas que, justement, il y a quand même pas mal de crises et autres situations, en tout cas sanitaires, compliquées, que finalement, ça peut être peut-être le moment où il y aura une prise de conscience dans des écoles que tu citais ou des formations pour justement mettre plus de prévention dans nos organisations. Est-ce que c'est peut-être pas un moment un peu charnière pour notre domaine? Je l'appelle de mes voeux. J'ai du mal à être dans l'affirmative, en tout cas à aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la fédération des acteurs de la prévention, là où voilà, je m'investis un petit peu. On a réfléchi, entre autres, aux préventeurs de demain, aux préventeurs de 2030. Et une des réponses, en tout cas des pistes, c'est de dire, mais comment ça se fait que la prévention n'est pas plus présente dès l'école, par exemple, hein, voilà, on s'était même ouvert de ça lors d'un prévacton là, à Charlotte Lecoq, la députée auteure des rapports là, sur la santé au travail. Voilà, donc
pour que la prévention fonctionne dans les entreprises, demain, mais dès aujourd'hui d'ailleurs, mais il faudrait encore que une certaine culture générale vienne convoquer la prévention. Aujourd'hui, s'il y a des préventeurs, c'est parce que la prévention n'est pas naturelle, quelque part. Enfin là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais si la prévention était beaucoup plus présente dans nos cerveaux, il y a des choses qu'on ferait naturellement. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Enfin, pas du tout. C'est pas suffisamment le cas, je devrais dire. Voilà. D'accord. Alors justement, tu as attaqué directement, je voulais justement en parler par la suite de la FAP, donc la Fédération des acteurs de la prévention. Donc aujourd'hui, c'est un vrai think tank qui parle qui aborde les sujets de la prévention. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus et l'ambition qu'il y a derrière cette fédération ? Oui, volontiers. Donc effectivement, c'est un laboratoire d'idées, la Fédération des acteurs de la prévention, qui finalement est là pour, comme tout laboratoire d'idées, s'imprégner un petit peu des constats d'aujourd'hui et surtout essayer de réfléchir un peu à ce que ça pourrait ou ce que ça devrait devenir. Et puis relayer ça de manière un petit peu large. La FAP s'adresse à des institutionnels, bien sûr, aux entreprises et à tous les milieux, mais on essaie aussi d'avoir un peu l'oreille du monde un petit peu politique. Voilà. Donc après, c'est une structure qui est très horizontale, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une ambiance de réflexion et de participation, aussi bien en interne que, je devrais dire en externe, puisque un des produits, si j'ose dire, de la FAP, c'est les prévactons. Donc un prévacton, c'est un hackathon de la sécurité ou de la prévention. Ouais. On a un partenariat avec Préventica là, qui nous ouvre un petit peu ses portes, si on peut dire, pour nous mettre à disposition sur les salons, donc une salle suffisamment grande et puis des moyens logistiques. Et là, le prévacton, le principe, c'est de faire venir 40, 50, 60 personnes et pendant 6 à 8 heures de les faire travailler en sous-groupe, en atelier, sur un thème. Voilà, donc avec ensuite un débriefing de tout ça, une restitution des sous-groupes, un partage des pitchs un petit peu de ce que chaque sous-groupe a phosphoré. D'accord, voilà, donc c'est une centaine de personnes pendant 6 à 8 heures, c'est quand même intense, j'ai l'impression, c'est très intense, tout le monde en sort épuisé. Alors 100 personnes, on n'a pas atteint ça, je crois que... mais oui, une bonne soixantaine. Soixantaine. Ouais. Et oui. Bon, alors là, on est vraiment dans du collaboratif participatif. Enfin, c'est des choses qu'on véhicule de toute façon de manière générale au niveau de la FAB. Voilà, donc les prévactons se déroulent sur les salons Préventica et on y attend qui veut venir. En général, les gens ressortent fatigués mais heureux. Ouais, moi j'ai vu, alors j'ai pas pu y participer encore à titre personnel, mais j'ai vu les productions que vous pouvez avoir et ouais, c'est intéressant. Après, ce que je sais peut-être moins ou peut-être que j'ai pas bien compris, c'est les personnes qui sont dedans. Est-ce qu'elles sont forcément professionnelles du domaine ou elles peuvent être aussi simplement intéressées par le sujet? Alors, surtout pas que des professionnels du domaine. Là, l'idée, c'est de... Alors, j'ai envie de dire, on en a trop des professionnels du domaine. C'est-à-dire qu'on y retrouve pas mal de préventeurs. Forcément, il y a une logique là-dedans. Mais on aimerait bien sûr y voir des opérationnels, des dirigeants, davantage de gens, effectivement, qui viennent ouvrir le débat. Parce que là, on essaye d'être à 360 degrés et d'être le plus possible dans une forme d'empathie avec les gens qui vivent la prévention à leur niveau. Alors, on arrive quand même à avoir un public varié, mais on demande pas mieux que d'avoir un public le plus varié possible. Mais alors oui, effectivement, ça doit pas être... Enfin, pas forcément évident sur le fait de varier, mais par contre, il y a et je crois que c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup dans tout ce que tu nous expliques aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours de l'innovation et je crois que le dernier titre du dernier Prévacton, justement, c'était Design-moi le préventeur de demain. C'est toujours en se basant sur une intelligence collective, essayer de se réinterroger pour avoir des choses innovantes. Je sais pas comment tu
Comment t'articules, toi, tout ça dans la FAP et puis même à titre professionnel pour développer des cultures de prévention? Alors là, le sujet, on va dire, de l'innovation, de toute façon, il doit être, je pense, hein, dans nos métiers, enfin moi je considère qu'on doit être en permanence en prise, hein, en tout cas en veille, hein, avec l'innovation. Donc, bon, que ce soit au travers de la FAP, où là, on va être davantage dans de l'innovation finalement organisationnelle, hein, sur le sujet de l'innovation, je vais m'y intéresser, moi, en termes de prévention. Hein. On ne peut pas s'intéresser à tout, le sujet étant vaste. C'est surtout, on a déjà un peu parlé, c'est surtout au travers de la communication. Hein. C'est-à-dire que le transverse, le collaboratif, participatif, etc., grâce au NTIC, par exemple, évolue considérablement. Voilà. Le nudge dont on a parlé est une autre forme d'innovation. Hein. Donc, je m'intéresse et on s'intéresse avec les partenaires avec qui je travaille, je dirais notamment au côté digital, hein, en termes de communication autour de la prévention. Voilà, on peut citer les exemples. Hein. Y a tout ce qui va être aujourd'hui les applications qui permettent de signaler des risques, de transmettre des choses ou d'aller beaucoup plus vite, de se convoquer à plusieurs autour d'un sujet. Hein. Y a des outils digitaux qui sont très intéressants aujourd'hui pour faire de l'alerte, hein, par exemple, tout ce qui est, par exemple, équiper un engin d'une source et puis équiper des opérateurs de récepteurs, c'est-à-dire quand l'engin s'approche trop près, j'ai un petit vibreur. Voilà. C'est les anti-collisions ou les choses comme ça, non? C'est ça. Toutes ces choses-là sont intéressantes. Hein. Voilà, donc le côté technique aujourd'hui, couplé au côté digital, donne des choses qu'il faut vraiment explorer, quoi. Voilà, donc on essaie d'inviter nos clients à s'intéresser à toutes ces choses-là. Bon, en considérant quelque chose, c'est que l'outil doit pas, comment dirais-je, hein, l'outil doit être au service des pratiques et non l'inverse. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important d'une manière générale. Donc, ne pas se précipiter sur des choses et puis dire après que l'outil convient pas. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas choisi le bon outil ou qu'on a mal appréhendé l'outil ou qu'on a mal formé les gens à l'outil. Enfin, que sais-je. Voilà. Donc, je suis toujours prudent quand j'évoque ces sujets-là. Mais voilà, moi, à titre personnel, c'est surtout le couplage prévention-communication qui est mon cheval de bataille en termes d'innovation. Ouais, c'est ce que je constate. Et j'aime bien l'idée que l'idée doit être au service des pratiques et non l'inverse. Ça, je pense que c'est... Oui, l'outil, ouais, tout à fait. Et c'est bien quelque chose qu'on a du mal à saisir quand on se précipite vers un outil. Je pense qu'il faut se précipiter vers ses pratiques avant tout et réfléchir dans l'autre sens, quoi. Mais c'est pas forcément évident quand on débute, pardon, et quand on s'interroge sur quoi prioriser. Et du coup, alors, donc, on a vu que tu travaillais en freelance en tant que consultant, que tu étais dans la FAP, que tu travaillais dans les hackathons, moi je te suis aussi sur les réseaux sociaux, que justement en tant que développeur de culture de prévention, tu postais beaucoup de choses, tu relayais pas mal d'informations, et puis du coup t'as toutes tes missions. Finalement, à quoi ça ressemble une journée classique pour toi? À quoi ressemble ton quotidien pour réussir à tout faire rentrer? Alors, moi, au jour d'aujourd'hui, comme je disais, je m'inscris davantage, de plus en plus dans la transmission, hein, à titre personnel. Donc, il y a un petit réseau de partenaires de proximité avec lequel je suis régulièrement en contact, hein, en réalité. Et puis, bon, le rôle d'un consultant, à quelque part, hein, c'est un mix entre de l'administratif, de la production et puis finalement du commercial et du réseau. Hein, voilà. Donc là-dessus, c'est assez classique. Bon, le cœur de métier, on va dire, c'est trois grands piliers qui sont diagnostic, conseil et formation. Donc ça,
rien de bien étonnant là-dedans, hein, mais moi aujourd'hui, mes activités, on va dire, mes macro-activités, si je regarde, finalement, c'est quand même pas mal déjà d'échanges. Hein, je dis que je suis dans la transmission, et même de manière gratuite, hein, j'ai envie de dire, c'est des échanges téléphoniques, notamment avec parfois des étudiants, parfois des gens qui m'ont connu par un tel ou quoi, et on discute, parfois même à bâton rompu, j'ai pas de problème avec ça, au contraire. Après, de manière un peu plus opérationnelle, c'est plutôt moi d'animer le réseau de partenaires et d'experts. C'est aussi souvent trouver le meilleur expert. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui nous différencie parfois en tant que consultant. Si on ne sait pas, c'est une chose, mais trouver quelqu'un qui sait et le trouver rapidement. Donc ça, c'est partie des choses qui font partie de un petit peu régulièrement de mon quotidien. Bon, puis ne pas oublier, bien sûr, de faire de la veille, quoi. Hein, il faut absolument dédier du temps à ça, lectures diverses, réseaux, etc. Voilà. Donc, ce qu'il faut noter, par contre, c'est que, comme plein de gens, et tu parlais tout à l'heure des évolutions liées à la crise actuelle, je travaille de plus en plus depuis mon bureau, quoi. Hein, grâce aux visios, particulièrement, y compris en production. Hein, voilà, on parlait d'innovation, on n'est peut-être pas furieusement dans l'innovation, mais aujourd'hui, moi j'opère beaucoup de choses en visio avec des séquences très courtes. Quand je dis très courtes, c'est 45 minutes par exemple, en tout cas rarement plus d'une heure, et où on peut faire des choses très intéressantes de type formation action, partage d'expérience. Voilà, des choses qu'on faisait jamais avant. Hein, jusqu'à il y a 4-5 ans, c'était tout à fait exotique, ce genre de choses. Là c'est en train de se développer et c'est intéressant. Ouais. C'est très, très intéressant parce que ça fonctionne. Alors, on ne peut pas tout faire. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Mais alors, du coup, alors ça, je ne savais pas que tu faisais ça. Donc, en fait, tu es en 3 quarts d'heure. Tu discutes en tête-à-tête avec quelqu'un et là, finalement, il passe à l'action après cette petite séance de formation, c'est ça? Bien sûr. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple parmi d'autres. Arbre des causes, d'accord. Bon, les gens savent plus ou moins bien faire des arbres des causes, c'est pas si simple. En 3 quarts d'heure, on peut récupérer un arbre des causes, récupérer qu'est-ce qui s'est passé, l'événement, etc., s'imprégner du contexte en amont, récupérer l'arbre des causes, et puis en tant qu'expert, avoir un échange avec l'auteur de l'arbre des causes. Et quelque part, on est en pleine formation-action. Il va expliquer pourquoi, comment il a fait ça. Puis on va avoir un échange. Oui, non, bien, peut-être, mais voilà. Et les suites et autres. Et en 45 minutes, la personne se retrouve avec plein de choses qu'elle a apprises, ingérées. Elle peut travailler le sujet, puis on peut se revoir 45 minutes la semaine prochaine ou le mois prochain. Voilà. Mais typiquement, ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Je parlais d'une personne, il peut y en avoir 3 ou 4 en face, bien sûr, hein, sur le même sujet. Voilà. Donc, mais je trouve ça pas mal parce qu'effectivement, on parle beaucoup de digitalisation des formations, d'évoluer vers un format qui était présentiel en distanciel. Mais finalement, la mauvaise réflexion, c'est de se dire on va juste tout prendre. Tout ce qui existait en formation et le mettre dans une formation digitale, alors qu'en fait il faut adapter le format et tu vois là je trouve ça original et très intéressant de le faire sur un truc très précis comme l'arbre des causes et donner des solutions et des clés activables en fait. C'est ça que j'aime bien dans l'idée du format que tu expliquais. Oui, sachant que bien sûr c'est en complément de choses plus traditionnelles et encore une fois il faut bien réfléchir stratégiquement à qu'est-ce qu'on fait sous cette forme-là et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire sous cette forme-là. Hein. Voilà, donc, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui. Très bien. Justement, alors on va passer sur une partie plus de recommandations. Est-ce que tu as des ouvrages de référence que tu souhaiterais partager sur la prévention des risques? Oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, je fournirai une liste d'ouvrages un peu plus complète. Mais alors, moi, je vais peut-être être un petit peu surprenant. Les ouvrages, pour en citer juste quelques-uns, je commencerai par quelque chose qui va tenir d'un sujet qui est la stratégie d'entreprise.
Voilà, donc pourquoi je précise, parce qu'après tout, ça peut être un peu surprenant. Le problème aujourd'hui est que, je l'ai dit un petit peu, c'est que pour qu'un préventeur soit à quelque part efficace, il faut qu'il soit reconnu. Pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il parle un petit peu le langage et qu'il comprenne un peu l'ADN des dirigeants. Et les dirigeants eux-mêmes, parfois, ont des problèmes de stratégie. Quand je dis ça, c'est qu'ils ne sont pas forcément toujours d'excellents stratèges, alors que ça devrait être leur métier premier. Et donc, développer une stratégie, c'est une chose, ou piloter une stratégie. Piloter une stratégie dédiée à la prévention, c'est encore autre chose. Ça réclame encore de compétences. Voilà. Et pour ça, il y a des méthodes. Alors, moi, j'ai développé une approche stratégique de développement de culture de prévention, justement basée sur une méthode qui est le tableau de bord prospectif, que les anglo-saxons appellent le balance scorecard. Et cette approche-là, pour la maîtriser, il y a 2 bouquins qui sont un peu la référence. Il y en a un qui est justement qui s'appelle le tableau de bord prospectif de Kaplan et Norton, voilà, qui est un classique. Il y en a un autre qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, écrit par René Mauborgne et donc notre auteur. Ils sont à 2 à avoir écrit. Ça, je pense que des gens qui s'intéressent à la prévention devraient s'intéresser à la stratégie. Voilà. Et j'ai un peu de retour d'expérience là-dessus maintenant, donc j'en suis persuadé. Voilà. Alors après, pour être sur du plus classique, moi, mon cœur d'action étant le comportement, s'il y avait un classique à lire, c'est James Reason et l'erreur humaine. Voilà. Ouais. Il commence à dater, mais il y a beaucoup de choses. Pour moi, il est toujours d'actualité. Les notions qui sont dedans, je pense que... Tu vois, justement, on parlait de ça tout à l'heure, ça reste intemporel. Oui, tout à fait. Alors, à ceci près que des notions comme le nudge viennent bousculer quelques certitudes. Voilà, c'est le petit bémol que j'ai envie de mettre, mais on est d'accord à 98%. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas relu, ce sera peut-être l'occasion justement. Mais je vais en parler. Bon, un livre d'un auteur qui est nettement moins connu, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui s'appelle Laurent Sanson, qui a écrit un livre qui s'appelle Comportement au pluriel et sécurité. Ce petit bouquin ce petit bouquin, c'est péjoratif. Pour moi, même, je trouve instructif, intéressant. Voilà. Et puis, évidemment, après, il y a tout ce qui va tourner autour un petit peu du comportemental et notamment du nudge. Alors, il se trouve qu'il y a un livre qui est devenu un classique qui s'appelle Nudge. Il a été écrit par Richard Taylor et Cass Sunstein. Donc, sachant que Richard Taylor a eu le prix Nobel d'économie, en termes d'économie comportementale, c'est sa spécialité, en 2017, voilà, et ils avaient écrit ce bouquin en 2010 ou 11, je crois. Là, c'est vraiment le livre à potasser si on s'intéresse au nudge. Il y en a un qui est un petit peu le plus ancien, qui est un gros bouquin de Daniel Kahneman qui s'appelle Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée. C'est un petit peu précurseur du nudge, ça. C'est un bouquin un peu plus costaud, un peu plus épais, et, voilà, mais qui peut être recommandé également. Voilà, essentiellement, ce que je mets en avant. Okay. Après, il y en aurait d'autres. Voilà. Mais du coup, j'ai déjà bien noté tous les ouvrages là que tu nous as conseillés, et bien sûr, les liens seront en description de l'épisode. Et également, donc du coup, je vois que tu es très référencé. Est-ce que tu as aussi des outils digitaux que tu utilises particulièrement ? Alors, à titre personnel, peu. Je dirais un outil qui s'appelle Trello, qui est assez connu en gestion de projet, qui permet de faire du pilotage et du management de projet de manière assez simple et assez intuitive. Pour des PME, notamment des gens qui ne sont pas forcément outillés, ça peut être intéressant. En tout cas, nous, on l'utilise. J'utilise aussi, moi, le mind mapping. J'ai oublié le nom de ce logiciel qui permet de faire des cartes de je vois. C'est pas mal pour construire des projets, surtout quand tu pars de zéro, que tu veux organiser tes idées, je trouve. C'est ça, voilà. Il y a alors une autre appli qu'on utilise avec grand bonheur,
qui est assez connu. Et là, on est en plein dans le nudge. C'est Kahoot, donc qui est une plateforme d'apprentissage basée sur le jeu. Voilà, je ne sais pas si tu connais Kahoot. Alors non, pour le coup, pas du tout. Voilà, donc, Ça m'intéresse, hein, du coup. oui, Kahoot. Voilà, donc, ouais, K-A-H-2-O-T. Donc là, c'est très, très intéressant et intelligent, j'ai envie de dire, parce que les gens apprennent en jouant. Voilà, grâce à cet outil, on peut faire beaucoup de choses avec une traçabilité, d'ailleurs, de ce qu'on fait. Voilà, les principaux outils. Voilà, bon, après, nous, dans les accompagnements qu'on fait, on a peu besoin d'outils digitaux. Le bon vieux Windows et la suite nous permet de faire plein de choses déjà. Voilà. Très bien. Et alors, pour terminer, on va finir sur une partie future de la prévention et du coup avenir des préventeurs. Tu nous l'as expliqué, donc tu fais beaucoup de... Enfin, tu fais partie de la FAP et donc c'est un laboratoire d'idées, comme tu disais. Comment, toi, à titre personnel, tu vois évoluer le métier de préventeur à long terme? Alors, c'est une excellente question. Hein. C'est le genre de question, plus on y réfléchit et parfois, et moins on a de certitude. Alors, bon, justement, là, je l'ai déjà dit, c'était un thème de réflexion de la FAP, ça. Alors, avant de dire comment je vois les choses, il y a quelques constats à avoir. On en a d'ailleurs un peu parlé. Hein. Premier constat, de dire que s'il faut des préventeurs, c'est que la prévention n'est pas forcément naturelle ou culturelle, en tout cas pas suffisamment. Voilà. Pas suffisamment. Et un autre constat, c'est d'ailleurs qu'il y a des super préventeurs qui sont pas des préventeurs de métier. Hein. C'est-à-dire qu'on trouve dans toutes les entreprises des gens qui portent à quelque part en eux à la fois des valeurs et des certitudes et du coup qui développent des comportements qui font que ils sont des préventeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur aujourd'hui mais demain. Finalement, est-ce que tout le monde n'est pas un peu préventeur ou est-ce que tout le monde ne devrait pas devenir un peu préventeur? Si bien que là, peut-être que je rêve un peu, on n'aurait plus besoin de préventeurs institutionnels de métier. Voilà. Hein. Bon. En réalité, pour redescendre un peu sur Terre, j'ai envie de dire, si je me place à horizon dans 10 ans, le rôle du préventeur, il dépendra finalement étroitement, comme aujourd'hui d'ailleurs, de la culture prévention des dirigeants. Hein, je crois que j'ai essayé d'insister là-dessus. Aujourd'hui, les dirigeants sont vraiment avec des lacunes et des trous dans la raquette en termes de culture. Si on parle vraiment de ce que c'est que la prévention et comment ça se traduit concrètement, la prévention moderne, la prévention qui paye, voilà. Si dans 10 ans, les choses ont beaucoup évolué côté dirigeant, moi je suis persuadé que beaucoup de préventeurs d'ailleurs se sentiront mieux dans leur chemise qu'aujourd'hui, hein, et qu'ils auront une place facilitée pour des compétences qui devraient déjà aujourd'hui être les leurs, c'est-à-dire ne pas faire à la place d'eux. Hein, ça, c'est une des clés importantes. Hein, un préventeur, c'est un service support, c'est pas lui ou elle le responsable de la sécurité. Ils pourront, et ça, il faut le souhaiter fortement, travailler sur l'humain et sur l'échange. Hein, et sur une certaine, je dirais, des échanges bienveillants, plutôt que sur les normes, l'expertise technique, le réglementaire. Enfin, moi, je suis effaré souvent par le côté administratif et à valeur ajoutée proche de zéro qui est demandé à des préventeurs, quoi, qui passent leur vie sur des écrans, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. Hein. C'est pas ça, hein, la prévention c'est tout sauf ça. Et puis, plus ça va, je pense, plus le préventeur devra évoluer vers de l'accompagnement de projets transverses, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire c'est vraiment de l'animation, c'est du conseil interne et c'est du terrain. Voilà. Hein, voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, hein, parce que le sujet est vaste. Et... alors oui, justement, tu as touché plusieurs domaines de l'avenir de la prévention, mais si, tout à fait, tu as bien répondu, je trouve. Et enfin, si tu devais du coup parler au jeune Patrick qui débute dans la prévention il y a quelques années, quel conseil tu aimerais lui donner? Alors...
D'abord, je crois l'avoir déjà dit, se dire qu'il n'y a pas la prévention ou une culture de prévention, mais des cultures. Donc se dire qu'on ne détient pas, donc le jeune préventeur, admettons qu'il sorte d'une école, ou qu'il soit tout jeune en tout cas dans le métier, il n'y a pas de science infuse, il y a des outils, il y a des macro-règles et bien sûr des méthodes, plein de choses, tout ça c'est OK. Par contre, il va falloir se dire, je vais me fondre dans la culture de l'organisation qui va m'employer. Hein, voilà. Ensuite, quand je vais être dans cette organisation, il y a une deuxième clé. Il faut que je comprenne à quoi carburent les dirigeants de mon organisation. Donc, il faut que je les comprenne. D'où tout à l'heure mes conseils un petit peu de s'imprégner de notions de stratégie, de notions de fonctionnement d'entreprise. On ne peut convaincre des gens, et des dirigeants sont des gens comme les autres finalement, hein, que si on parle le même langage, on peut se comprendre. Voilà. Et bien souvent, aujourd'hui, il y a des murs de briques entre, je dirais, ce qu'il y a dans l'ADN et dans le cerveau d'un dirigeant et le cerveau du préventeur. Voilà. Donc ça commence mal, d'accord ? Bon, un autre point, c'est de bien cerner, bien s'imprégner de son rôle et de ses limites. J'entends là, je l'ai déjà dit aussi, on est service support, on n'est pas en responsabilité. On conseille des choses, on n'obtient pas toujours ce qu'on voudrait obtenir. Hein. Quand on n'obtient pas ce qu'on voudrait obtenir à un moment donné, en tant que préventeur, si on a développé tous ces arguments, si on a fait ce qu'on avait fait, on a fait son job. Hein, ça peut être frustrant, mais il faut l'admettre. Hein, sinon, on peut mal se porter. Voilà. Et puis, après, il y a des qualités naturelles parfois, mais qu'il faut cultiver. Hein, chez un préventeur, l'empathie, par exemple. Hein, comprendre que les gens ont des problèmes à régler, ont d'autres choses à faire que de la prévention. Certains ont du mal à comprendre ça. Hein. Non. Quand on est exploitant, quand on fait de la maintenance, quand on fait du RH ou du bureau d'études, on a des objectifs et on n'a pas le temps matériel ou on a des contraintes qui font qu'on ne peut pas tout faire et la prévention en fait partie. Donc tout ça, il faut qu'un préventeur l'entende bien. Quoi. Voilà. En gros, le préventeur, il ne faut pas qu'il se voie comme un missionnaire, trop en tout cas. Faut qu'il le soit un peu. Voilà, en tout cas, le côté missionnaire, moi je dirais, c'est le côté animateur, passeur de savoir-faire, conseil interne et opiniâtre, sachant dire les choses. Voilà. Mais ça doit s'arrêter là. Voilà. D'accord. Je te remercie beaucoup pour ces mots et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Patrick. Est-ce que pour terminer, tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver ? Je pense que moi, le canal privilégié, c'est LinkedIn. Hein. Je suis présent sur LinkedIn. Toutes mes coordonnées y figurent. Et c'est the place to be pour m'y retrouver. En tout cas, merci Alexandre. Hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir s'exprimer un petit peu sur ce qui fait notre quotidien professionnel. Voilà, donc c'est moi qui te remercie pour cet échange. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci. Et à un prochain épisode.